Voilà, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Nous nous excusons de vous avoir fait patienter quelques minutes. Voilà, ce sont les aléas, bien évidemment, de la visioconférence et de la connexion Internet. Nous avons Hilary ici qui est à Kinshasa en ce moment même. Donc voilà, nous nous retrouvons avec quelques minutes de retard. À nouveau, nous en sommes désolés. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de converser avec l'artiste Hilary Balou, qui est représentée par la Galerie Mania à Paris. Et voilà, nous avons le plaisir de pouvoir parcourir un petit peu son travail. Et je pourrais aussi vous présenter bien évidemment un certain nombre de ses œuvres. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il sera présenté prochainement, samedi prochain d'ailleurs, le 5 décembre, à la Galerie Mania avec Joseph Obanoubi. Donc une exposition qui durera quelques temps. Donc vous aurez l'occasion et surtout la chance de pouvoir voir en vrai ces toiles si vous êtes à Paris. Alors, je vais vous présenter rapidement Hilary et surtout après, je vous laisserai quand même aussi nous présenter un petit peu vos œuvres. Nous avons fait une sélection de quelques toiles, hein, et aussi quelques statues parce que vous êtes peintre, mais aussi sculpteur, hein, et vous pratiquez le dessin. Alors, vous êtes D'accord. né en 92 à Kinshasa, en RDC. Vous êtes diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa en 2014. Mhm. Et vous avez déjà un certain nombre quand même d'expositions à votre actif, puisque vous avez été présenté dans un certain nombre de musées, d'institutions, comme le Mhm. MIAM à 7. Actuellement, dès que les musées auront réouvert à Paris, vous êtes présenté dans l'exposition collective, la très belle exposition collective Kinshasa Chronique à la Cité du patrimoine et de l'architecture à Paris. J'encourage d'ailleurs toutes celles et ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de voir cette exposition. Elle est inratable à Paris, donc à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Donc, prochainement, cette exposition à la Galerie Mania, mais vous êtes également passé par des expositions collectives dans des musées en Allemagne, en Autriche. Vous avez déjà pas mal de résidences également en Espagne, à Johannesburg, au Maroc. Donc là, voilà, nous sommes ravis de pouvoir vous rencontrer à Paris parce qu'on n'a pas encore eu la chance de voir votre travail présenté à Paris. Donc ça devait être une grande première à ACA puisque vous deviez être présenté sur le stand de Mania à la précédente, à l'édition manquée de notre foire. Mhm. Et vous m'avez confié que vous avez quand même vous avez eu donc une formation académique, mais assez formatée sur des codes esthétiques plutôt liés à l'art occidental. Et on vous enseigne aussi quand même une histoire de l'art plutôt occidentale. Vous vous y reconnaissez pas trop. On vous apprend à reproduire des chefs-d'œuvre de cette période, également la période classique moderne, plutôt liée à l'art occidental. Et tout cela sans qu'on vous inculque une certaine, enfin en tout cas une histoire de l'art ou une histoire ou que cela ait un rapport avec une éducation académique propre à votre pays. Donc, dans votre travail personnel, vous vous orientez assez vite quand même sur des recherches personnelles, sur l'histoire de votre pays et plus généralement sur l'histoire du continent africain pour définir, selon vos termes, un nouveau langage artistique. Alors, j'aime beaucoup cette citation, donc je vous reprends. Et j'aimerais quand même comprendre, hein, enfin en tout cas j'aimerais partager avec les personnes qui nous suivent aujourd'hui, en tout cas quel a été votre déclic et votre prise de conscience pour pouvoir vous orienter sur une pratique artistique qui vous ressemble, en tout cas qui était propre à une représentation de votre histoire, mais aussi de votre pays. Ben, je commencerai à m'excuser déjà pour ces retards qu'on a eu. Disons, la connexion à Kinshasa, c'est pas facile et donc c'est toujours instable. Mm. Ben, pour aller Désolée. un peu plus vite, en fait, je dirais que déjà à l'académie, notre formation est formatée comme vous venez de le dire. Donc, du coup, vu que c'est régi par
pas mal de règles conventionnelles qu'on a à l'académie. Et du coup, c'était pour nous très difficile de se plonger dans une histoire qui est la nôtre, parce que déjà, bien entendu, à l'inhumanité, quand je faisais encore mon bac, donc, l'histoire de l'art occidental était au centre de tout. Voilà, donc c'était une référence d'ailleurs dans l'histoire de l'art qu'on nous enseignait. Donc, tout ça, ça fait partie de ma formation. Donc, après mon bac, je suis allé à l'université. Ben voilà, et ça continue. On avait un cours, disons, le cours d'atelier où on était obligé toujours d'aller consulter les œuvres des grands maîtres occidentaux, par exemple Léonard de Vinci, tous les artistes de la Renaissance, Mhm. et il fallait les recopier, suivre le maître du maître. Donc, c'était pour ça, être un artiste, voilà, à l'Académie de Beaux-Arts. Donc, en fait, tout ça, ça nous a formaté voilà, dans un carcan, dans un format où c'était difficile de se confronter à ta propre réalité, à voilà, ta propre histoire. Donc, c'était assez difficile. Je dirais que quand j'ai fini l'université, donc aux Beaux-Arts de Kinshasa, c'était entre 2013 et 2014. Donc, on s'est réunis avec des amis où on se prenait du temps pour discuter sur l'art et comment est-ce que l'art a avancé sous d'autres cieux, donc en Europe, bien entendu, partout dans le monde. Et du coup, on a remarqué qu'on avait des choses à se dire et on commençait à se réunir. On était en nombre de 6. Et le groupe, ça s'appelait Vito, donc Vision Totale. Donc, Mhm. du coup, l'idée dans ces groupes, c'était voilà, de créer, de proposer un nouveau langage qui sera, comment dirais-je, à la contre justement de tout ce qui est conventionnel qu'on a eu à l'académie, de tout ce qu'on a eu dans notre parcours, dans notre cursus académique. Du coup, on était inspiré par les courants librisme, qui était le courant que nos aïeux, nos vieux, par exemple, les gens qui s'est trouvé dans ces courants-là, je citerai Botembe, il y avait aussi Vichwa Milambwe, Mhm. euh, Mhm. voilà, je dirais aussi Mega Mingedi. Ils étaient dans un courant où l'idée c'était de confronter la société sur place. C'était en fait nouveau pour nous et c'est ce qu'on voyait à l'académie, tous ces formes de performance, ça se faisait à l'académie de Beaux-Arts et nous, on était étudiants, on voyait tout ça. C'était un déclic aussi et mais, ce qui m'a vraiment bouleversé particulièrement, on était dans une exposition à l'Institut Kinshasa. français à Gombe ou à Kinshasa. Ah. Mhm. Donc, du coup, je me rappelle, c'était une exposition de Vichwa Milambwe. Mhm. Du coup, j'étais choqué d'abord. Qui venait de rentrer Oui, à oui, oui, qui a été à Kinshasa Amsterdam. après, Oui, oui, oui. voilà, Après, voilà. oui, oui, donc il venait d'Amsterdam, Mhm. il a étudié là-bas et voilà, donc il a fait pas mal de parcours là-bas et du coup, en revenant à Kinshasa, il a exposé directement à l'Institut français de Kinshasa. Et du coup, moi, j'étais là, j'étais avec mes amis. Et ben, j'étais déjà choqué parce que le médium qu'il a utilisé, c'était pas de notre quotidien. Donc, on le voyait pas souvent. Nous, on nous apprenait à l'académie, donc il fallait peindre avec de la matière, donc l'acrylique, le peinture à l'huile et tout. C'était les Mhm. matériaux qu'on avait, le matière qu'on avait l'habitude d'utiliser. Et si on t'appelait sculpteur, tu étais destiné à sculpter, disons, à manier comment l'argile et tout. Voilà. Donc, du coup, quand j'étais parti à cette exposition, c'était un choc. Et comment est-ce que voir un artiste s'exprimer avec des collages
des Mhm. collages qui viennent de, voilà, des papiers de magazine qu'on connaît, Mhm. qui est notre quotidien. Et en faire une œuvre d'art, c'était en choc. Donc, et comment est-ce qu'il construisait ses personnages. Et c'était une nouvelle peinture pour nous, donc pour moi Mhm. d'abord. Donc, Mhm. c'était un choc. Et comment est-ce qu'il il liait cette pratique à un discours qui était vraiment un discours de notre réalité, de notre monde contemporain et tous les chaos qu'on a, les guerres et tout. Voilà, il résumait ça dans ces collages-là. Et comment est-ce qu'il lui parlait d'une manière métaphorique du métissage et de tous les échanges qu'on a entre le Nord et le Sud, entre l'Afrique et tout c'était dans ces, voilà, dans sa pratique. Et c'était un choc. Et je me rappelle bien un déclic qui a fait que je change tout. C'était lorsque, après avoir circulé l'exposition, on était allé discuter avec les amis. Il y a je ne me rappelle pas de ce nom, mais on était un nombre, on était un groupe, on discutait sur tout ce qu'on a vu à l'intérieur. Et il y a quelqu'un qui nous a demandé sur notre identité. C'était une question banale. Et il y avait aucune réaction. Et moi, ça m'a choqué. C'était un déclic pour moi voilà, d'aller comment est-ce qu'une question comme ça peut me bouleverser, À comment est-ce ce qu'une point. question comme Mhm. ça peut me surprendre. Et du coup, je me suis rendu compte que je ne savais rien de ma culture. Donc, et du Mhm. coup, tout ça, ça vient de ma formation que j'ai réussi à l'académie, bien entendu, aux humanités et tout, parce que l'histoire de l'art africaine n'était pas au centre de tout. Donc, Mhm. Mhm. du coup, c'était assez difficile, c'était un choc. Et Mhm. pour moi, Pas évident, oui. c'était un moment propice pour saisir toute cette occasion Mhm. d'aller vraiment retourner à mon histoire, connaître, fouiller, Mhm. interroger, parce que jusque-là, l'histoire africaine, en particulier l'histoire congolaise, est assez floue et assez complexe. Donc, du coup, j'étais obligé d'aller fouiller pour ne pas tomber Mhm. dans une piège voilà, de gens qui ont écrit sur l'histoire africaine. Bien entendu, la plupart des gens, ce sont des Occidentaux. Donc, c'était ça, en fait, Mhm. le déclic. Ouais. Mhm. Alors, pour situer un petit peu les spectateurs qui nous suivent, il faut savoir que Vichwa Milwambwe est un artiste quinois de Kinshasa, mais effectivement qui a eu une partie de son... Donc, il est issu également de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, mais qui a fait une partie de son parcours académique également à Amsterdam et qui est revenu dans son pays et qui a également, dans sa création plastique, une autre manière donc de créer, qui a été donc le déclic pour Hilary, en tout cas à participer à ce déclic, parce qu'il a une pratique artistique qui mêle la peinture avec du collage. Donc, effectivement, il faut quand même, en s'approchant d'assez près, comprendre le travail de Vichwa parce qu'on se rend compte que le collage est très, très fin. Il utilise des tout petits bouts de papier qu'il associe par nuances de couleurs et il en fait un portrait. En général, ce sont des figurations de portraits de femmes, d'hommes, de scènes de vie. Mais il faut vraiment comprendre en fait que ce sont des tout petits bouts de papier qu'il recolle en les associant par couleur pour donner une forme de peinture à son travail. Alors c'est excessivement beau, incroyablement technique et donc la représentation propre, donc il faut savoir que ce sont forcément des personnes qu'il dépeint dans son travail qui sont peut-être, on peut l'imaginer, des Chinois ou en tout cas des Africains. Et donc, Vichwa t'inspire, en tout cas, fait partie de ce déclic que tu as pu avoir en sortant des Beaux-Arts, où tu remets un petit peu en question tout ce que tu as pu apprendre d'académique, en intégrant bien sûr toutes les techniques que tu maîtrisais déjà, mais en te plongeant dans l'histoire du continent africain. Alors, pour cela, tu fais quand même des recherches assez poussées. Tu m'as cité quand même avoir lu beaucoup de sources assez pointues, historiens, philosophes, sociologues. Tu m'as cité comme Felwine Sarr, Frantz Fanon, Charanta Diop,
des politiques aussi qui ont marqué l'histoire du continent, comme Thomas Sankara. Et puis, tu m'as cité aussi d'autres personnes qui sont encore plus proches de ton histoire. Tu m'as cité Jean-Philippe Omotunde, Théophile Obenga. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu de leurs écrits et comment tu les as retranscrits un petit peu dans ta création et comment est-ce que tu travailles un petit peu cette vision artistique dans ton travail? Alors, c'est vrai que je te pose toutes ces questions, mais quand même, avant que tu puisses y répondre, parce que il faut que on puisse visualiser tout cela, je vais quand même euh, partager un petit peu ton travail avec toutes les personnes qui nous suivent pour qu'on puisse visualiser un petit peu ce dont on parle. Mhm. Et alors, je vais parcourir rapidement quelques toiles et on y reviendra plus tard parce que tu as un travail en tout cas plein de détails qui méritent de s'y arrêter pour que tu nous expliques un petit peu toutes les références qui sont qui sont de loin d'être anodines. Voilà, donc là nous avons, alors j'ai fait une petite sélection avec toi qui va de 2017 à 2020. Donc c'est un travail de peinture acrylique sur toile. J'ai Mhm. également, j'aime beaucoup ton travail de sculpture. Tu nous en parleras un petit peu parce que tout ton travail de sculpture tourne autour d'une kissi. Oui, Euh, oui. et tu nous raconteras un petit peu alors, qui est une kissi, Mhm. qui est très marqué dans ton travail et qui est un peu un fil conducteur d'ailleurs que l'on retrouve dans beaucoup de tes toiles. Mhm. Voilà, pour vous montrer un petit peu, pour vous faire comprendre un peu le travail d'Hilary, pardon, Balou, qui est très riche. Voilà. Et bien sûr, on note aussi que les références académiques sont là Mhm. et la maîtrise technique également. Voilà. Alors, ce sont des toiles, la dernière série qui est en train de passer, qui s'appelle Voyage vers Mars, et toute une série de 2020 qui est présentée dans l'exposition à la Galerie Mania. Donc, vous pourrez voir en vrai, c'est encore mieux. Voilà, donc déjà pour vous montrer rapidement tout ceci, et puis nous aurons le plaisir de toute façon de les reprendre tout à l'heure quand tu auras répondu à cette question et que voilà, et qu'on pourra poursuivre un petit peu sur ces toiles-là. Alors, est-ce que tu as encore en mémoire ma question Oui, oui, qui oui. portait sur tes Euh, références historiques? oui, 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 oui. J'ai bien sûr la question en tête. Ben, je commencerai d'abord par ma vision des choses, comment est-ce que moi j'essaie de voir les choses. Et voilà, dans ma vision de choses, je cherche d'abord à grandir. Donc, comment dirais-je, à chaque pas de mes recherches, à chaque pas de mes découvertes, voilà, c'est, comment dirais-je, c'est comme un enfant à la recherche de son vocabulaire. Donc, voilà, ça me ramène à remplir tous mes trous, mes vides, et voilà, afin de questionner justement l'Afrique, et qui est assez compliqué déjà de l'interroger, parce que s'il faut les questionner par la parole, déjà, la parole, déjà dans sa nature première, elle est traîtresse. Donc, il fallait l'interroger par la matière, il faut l'interroger par l'essence des objets, voilà, pour aimer justement l'esprit mal. Donc, c'est ce qui est intéressant dans ma vision des choses. Donc, pour commencer, j'essaierai un peu de retourner en arrière pour débuter sur un projet qui a tout changé. Le projet en question, ça s'appelait Cuba dans la peau de l'autre. Donc, Cuba dans la peau de l'autre, il voulait justement interroger et revisiter les œuvres des artistes occidentales des 16e siècle, les artistes qui ont peint l'image aristocratique des rois occidentaux vers ces années-là, entre 16e et 17e siècle. Et pourquoi? Parce que déjà, l'académie, c'était une référence. Et du coup, je voulais interroger les idées qui habitaient mon esprit. Et pour le faire sortir, pour l'interroger et pour donner place
à l'imaginaire africaine, en particulier congolaise, dans mon esprit. Donc, du coup, je me suis approprié ces peintures-là et je les découpées. Donc, je les recopiais d'abord et en toute fidélité comme on le faisait dans le vieux temps à l'académie. Et c'était un processus déjà d'intériorisation. Mhm. Donc, je les copiais et puis je les découpais, donc je les déconstruisais en coupant, je ne sais pas, le membre ou soit la tête de Louis XIV, par exemple, et je les Mhm. remplaçais par le masque Kuba. Donc, pour Mhm. moi, c'était comment est-ce qu'une histoire, je m'inspirais de l'histoire de l'autre pour faire réapparaître ma propre histoire. Mhm. Donc, Mhm. Mhm. pour dire justement l'histoire qu'on a eue à l'école ou soit à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, l'histoire qu'on a eue, c'était l'histoire de l'autre, c'était une référence. Et du coup, ces images-là habitaient mon esprit. Et comment est-ce que je Mhm. peux interroger autrement ces images-là qui habitaient encore mon esprit, qui ne faisaient Mhm. pas partie de mon histoire. De Donc, ton du coup, histoire je propre. me suis Mhm. servi de ces histoires-là pour essayer de créer une imaginaire, voilà, une représentation fictive de cette représentation du royaume Cuba et Mhm. qui se faisait, que je faisais relater dans l'histoire de l'autre. Parce que, bien entendu, on va nous relater que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ben, dans Mhm. l'histoire, dans la ligne du temps, on ne le retrouve pas dans la ligne du temps. Donc, du Mhm. coup, moi, c'était ma manière aussi de recadrer dans l'imaginaire collectif global, de faire apparaître l'histoire africaine en se servant de Mhm. l'histoire de l'autre. Donc, ça, Mhm. c'était justement disons, mon premier projet. Après ça, ça a poursuivi un processus. Voilà, comment est-ce que j'essaie de réguler ma vision du monde, qui est justement, je suis obsédé par des questions. Mhm. C'est une obsession pour moi. Et ce sont des questions que je me pose souvent quand je travaille un projet, peu importe un projet, je me pose ces deux questions. La première question, c'est justement comment, comment parler de l'Afrique, voilà, et à l'ère de la globalisation sans s'y tromper, Mhm. sans la réduire à un cliché. Donc, du Mhm. coup, on Mhm. se rend compte qu'aujourd'hui, c'est assez difficile de parler de l'Afrique parce que c'était un univers vraiment rempli de projections fantasmées de l'autre. Mhm. Et du coup, c'est assez difficile, pour ne pas être piégé, c'est assez Mhm. difficile vraiment de traduire l'état actuel de l'Afrique. Donc, moi, je le Mhm. représente, en fait, j'essaie de le représenter comme je le ressens et Mhm. voilà, comme je le Oui, vis. il est important pour toi de te référer quand même à des sources historiques Oui, certaines, mais qui oui, t'appartiennent et qui ont été enfin, pour toi, qui sont véridiques, mais dans lesquelles tu te sens concerné et qui te représentent, afin que tu puisses t'en appuyer, mais aussi t'en inspirer dans ta création. Ou ce que tu souhaites absolument éviter, c'est d'être de reproduire des stéréotypes oui, ou en oui, tout cas justement. reproduire une histoire qui ne serait pas vraie, qui serait inventée, parce que il est important pour toi en tout cas d'être dans une création qui a du sens, parce que j'ai cru comprendre qu'il était pour toi important d'être dans un esprit où derrière il y a des générations qui suivent et l'histoire est importante. Il faut qu'elle soit comprise et qu'elle soit vraie, si je ne me trompe pas, hein. Oui, oui, l'Afrique est en pleine mutation, donc cette transformation doit venir aujourd'hui, cette transformation. Donc, c'est à nous de juger ou soit voilà, de représenter l'Afrique aujourd'hui. C'est à nous, c'est notre devoir, parce que l'Afrique est en pleine mutation. Donc, du coup, je me lance dans une recherche où je me sens que je ne serai pas piégé, où je dois vraiment la représenter comme je le ressens. Et d'ailleurs, vous avez cité Tchenkata Diop, Felwine Sarr, euh, il y a beaucoup qui sont extraordinaires.
Mhm. parce que On t'a pas bien entendu. déjà, Je pense que tu as parlé tu parlais de Théophile Obenga et Jean-Philippe Omutunde, hein, c'est ça, hein, c'est un petit peu coupé. oui, Mm. oui, oui, je disais, tu m'entends maintenant? Oui, voilà, c'est mieux, ouais. Oui, oui, je disais, en fait, ces gens-là, ce sont des gens que je lis souvent et ce sont des gens extraordinaires pour moi parce que ce sont des gens qui cherchent vraiment à cerner l'Afrique dans toute sa complexité Mhm. et comment est-ce qu'ils essaient de changer les regards de cette Afrique, donner une autre image au regard du monde. Donc, du Mhm. coup, je me sers de leurs écrits euh, Mhm. Ah, on a perdu un petit peu Hilary. Bon, ça arrive, hein, c'est sûr que la connexion n'est pas toujours optimum. Alors moi, je vais en profiter pour vous remettre justement un petit peu l'étoile que je vous ai rapidement présentée en attendant qu'il nous retrouve. À partage de connexion. Là, voilà, la petite sélection de ces toiles. Donc, je rappelle, il y en a une certaine de ces toiles que vous pourrez voir en exposition à la galerie Mania A à partir de samedi prochain. Alors, il ne faudra pas la manquer parce que c'est quand même une première. Donc, dans les travaux, voilà, nous retrouvons Hilary. Hein, ne vous inquiétez pas, ça peut arriver. Il revient. Voilà, Hilary. Je remettais, du coup, j'en profitais pour remettre un petit peu en fond d'écran l'étoile qu'on a rapidement parcourue tout à l'heure pour qu'on puisse s'y arrêter un peu plus sereinement. Parce que là, on parle un petit peu dans ton travail de toute la partie qui s'appuie, qui s'inspire sur un récit historique propre à la RDC, mais aussi au continent africain, parce que pour toi, il est important de rétablir une certaine vérité, mais aussi de transmettre une histoire propre aux générations qui suivent et de rétablir quand même des faits qui auraient pu être tronqués ou oubliés dans cette histoire, enfin dans l'histoire avec le grand H. Il y a donc toute cette partie-là très importante dans ton travail, donc il y a une histoire, mais il y a également une autre partie donc qu'on verra dans d'autres toiles qui vont suivre, une partie qui est également très, très importante pour toi, c'est toute la réflexion critique que tu as autour de notre société de consommation et de la mondialisation. Donc, tu crées toute une symbolique d'objets toute une symbolique d'objets autour de lesquels tu crées cette réflexion critique de la société de consommation. Et on voit dans tes travaux un fil conducteur, un fil rouge qu'on retrouve souvent. Il y a des objets qui sont plus récurrents que d'autres. Il y en a un particulièrement qui s'appelle une Mangaka, si je prononce bien, qui est une statuette divinatoire. Euh, Ici, mangaka. voilà, Mhm. excuse-moi. Qui donc est symbole d'une Non, mémoire pas de collective. souci. Oui, là, je ne peux pas me tromper avec toi. Qui est donc, qui est donc symbole d'une mémoire collective, mais qui également était utilisée, qui était présente auprès des chefs de village et qui représentait, enfin, qui était garant des vœux formulés, des traités conclus, des traités commerciaux qui étaient conclus. Cette statue divinatoire, tu la réintègres, tu la recontextualises dans ton travail pour justement être un élément conducteur dans ta réflexion critique autour de la société de consommation. Et on en voit justement une sur cette première toile. Donc, j'ai repris une toile qui est un peu plus ancienne pour qu'on puisse remonter sur 3 ans. Hein. Ton travail remonte bien sûr bien au-delà de 2017, mais on n'a pas le temps de parcourir encore toute ta création plastique. Mais si on s'arrête déjà sur cette première toile, on retrouve déjà le Nkisi,
alors qui est en bas à gauche, hein, et qui tient un obus et qui a un marteau, qui a des consoles de jeux vidéo. On ne le voit pas très bien, mais on aura l'occasion de le voir tout à l'heure avec ton travail de sculpture. Et on a d'autres références ici, parce qu'il faut quand même bien noter que ton travail est extrêmement précis. Il est truffé de détails qui ont tous toute une importance assez primordiale et qui vacille entre humour et puis un petit peu réflexion critique, condamnation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette première toile où on comprend déjà qu'il y a des références historiques, mais également cette réflexion critique, la peau de léopard notamment, et d'Inkisi. En plus, tu le mets sous une forme de petite bulle en disant My Divinity is Absolute. Voilà, est-ce qu'il y a des références? On saurait citer Mobutu quand même, avec ce casque de léopard. Alors, dis-nous tout un petit peu avec cette première œuvre. Cette œuvre, ça fait partie d'un projet qui s'intitulait Ancien Dieu, Nouvelle Énigme. Donc, Ancien Dieu, Nouvelle Énigme porte bien entendu ce que vous venez de dire tout de suite, un regard critique sur notre société de consommation et tout, en se référant d'Inkishi Mangaka que vous l'avez bien représenté d'ailleurs. Donc, et du coup, ce qui est intéressant dans cette toile, je représente qui c'est avec voilà, les Sony, le PlayStation et tout. Ben, du coup, je voulais faire un pont entre la tradition et les soi-disant modernités. Voilà, il faut le dire comme ça, les soi-disant modernités. Donc, il y a tout un, entre guillemets, parce que ça ne répond pas à mes attendements. Donc, du coup, les Sony, les touches que vous voyez là, la touche de télécommande et tout, ça représente pour moi le nouveau dieu du monde consumériste. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce que pour moi, aujourd'hui, l'Inki, qui est justement une ancienne divinité, aujourd'hui, c'est voix transformées par les nouveaux dieux du monde consumériste. Justement, ces divinités, ce sont des grandes sociétés multinationaux que nous connaissons tous, qui sont vraiment installées sur le sol congolais. Et voilà, vous le savez très bien, toute l'histoire qui va avec sur l'exploitation de minéraux et l'exploitation justement des êtres humains, des Congolais qui sont exploités dans cette histoire. Donc, du coup, ici, ce que je voulais interroger, c'était justement l'imaginaire du pouvoir. Bien entendu, j'ai utilisé la peau de léopard qui fait référence justement à l'image de la propagande de Mobutu, qui il utilisait la peau de léopard. Mais bien entendu, il fallait retourner en arrière pour savoir ce que la peau de léopard véhiculait, bien entendu, jadis. Donc, du coup, on s'est rendu compte que la peau de léopard avait une signification qui était liée vraiment à la spiritualité. Et du coup, le roi, quand il portait la peau de léopard, donc, ça date pas justement du royaume Congo, mais ça date, si on peut le dire, un peu plus avant, donc en Égypte antique et tout, il utilisait la peau de léopard. Mais le Congo, on l'utilisait justement pour l'image du roi et du royaume, et ça permettait au roi de traverser dans un autre monde parallèle au nôtre. Donc voilà, d'aller dans un monde immatériel, le monde de l'au-delà. Donc, et du coup, c'est l'imaginaire qui avait beaucoup de sens. Et du coup, dans l'histoire de Mobutu, il s'est réapproprié cette image pour en faire son image du propagande. Et moi, ici, je l'utilise comme étant un métaphore qui me permet de se dire, ben voilà, ces gens-là, ils s'en foutent de la population, ils prennent le temps voilà, ils prennent le plaisir de rester au pouvoir autant qu'ils veulent. Et c'est comme s'ils ne vivaient pas dans notre monde. C'est comme s'ils vivaient dans une autre planète où on va se confronter à l'imaginaire, la fiction qu'on nous dira, voilà, les dieux vivent dans un autre monde. Ça, c'est la Terre, c'est le monde des humains. Et l'autre monde, c'est le monde de divins, des dieux, voilà, de Zeus et tout. Donc, en fait, j'ai essayé de concilier entre fiction
et la Mhm. réalité. Voilà, et ça donnait une nuance où je me suis dit, voilà, c'est, c'est, voilà, nos dirigeants sont des gens d'une autre planète. C'est comme Mhm. s'ils ne vivaient pas sur la Terre, c'est comme s'ils ne voyaient pas nos réalités. C'est comme si, donc, tout ça, moi, je me demandais, est-ce que nos politiciens suivent la télé comme nous suivons la télé? Est-ce qu'ils suivent la radio? Parce que quand je faisais cette toile, ça coïncidait au massacre voilà, de gens en Ituri, à l'est du pays. Et Ouais, je j'ai me payé. disais, c'est comme s'ils ne suivaient pas la télé, et c'est comme s'ils étaient des gens extraterrestres. Donc, je voulais les concevoir comme ça. Et bien Mhm. entendu, ça a coïncidé parce que quand ils passent dans l'air cortège, c'est comme si ils venaient de notre planète. Ouais, ils passent voilà, sans regarder Déconnecté d'une par-ci, réalité. par-là et tout, voilà. Mhm. Ils sont vraiment déconnectés en fin de compte. Donc, Mhm. du coup, l'Inkisi en bas, euh, je voulais, parce que l'Inkisi, c'est un objet qui permettait au Nganga qui est le devin, c'était la seule personne qui pouvait voilà, se connecter avec l'objet, parce que le Nganga, c'est un devin, un prêtre Mhm. qui s'est connecté au monde de l'au-delà, Mhm. en intermédiaire justement avec ce que vous voyez là. Mhm. Et du coup, on les commandait à distance. Si par exemple vous commettez un meurtre ou soit un délit, et du coup, il y avait un miroir sur lequel on pouvait vous voir où est-ce que vous vous trouvez. Donc, du coup, c'était un objet qu'on commandait à distance. Et j'ai utilisé les touches de télécommande comme étant l'imaginaire d'une commande à distance pour dire Distance. justement Mhm. comment est-ce que ces sociétés multinationales commandent nos dirigeants à distance À comme distance. la télécommande. Donc, Mhm. bien entendu, en faisant allusion à l'idéologie justement d'un Kiss Mangaka qui est Mhm. un objet à commander à distance. Voilà. Mhm. Mhm. Alors, le Nkisi qu'on Donc, retrouve donc, dans votre travail de sculpture, alors là, j'en ai mis quelques-uns, alors ils ne sont pas tous d'affilée, euh, mais pour revenir à ces deux premiers ici, alors là, il reprend vraiment, on va dire, l'esthétique d'une vraie statuette Nkisi, qui pourrait être comme ça, puisqu'en général, elle est de bois, et on retrouve souvent beaucoup ces clous qui représentaient un petit peu les accords commerciaux qui avaient été passés. Et donc là, tu les reprends en sculpture, tu les retravailles. Il y a celle-ci aussi. Alors, tu m'as dit récemment, ça j'ai appris que Nkisi pouvait être femme ou homme. Alors, bon, j'imagine que ouais, oui. celle-ci est une femme, celui-là plutôt un homme. Alors, celle-là est très belle, hein. Quelle est l'explication de ces papillons et de ces. C'est un peu comme si tu avais mis des coraux sur le visage de Sun Kissy. Euh, et puis ce deuxième, là où tu as repris un petit peu bon, on voit que c'est un peu quand même un ballon de football, mais fait de clavier d'ordinateur. Et puis en ce centre, on voit un stade de football. Euh, alors, le premier s'appelle Nkisi, un merveilleux brutal, et le deuxième s'appelle Nkisi Soccer and Dual Game. C'est très intéressant parce que, donc, je le rappelle, c'est quand même une statuette qu'on retrouve dans beaucoup de tes toiles, de peinture également. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, en tout cas, comme fil conducteur, marque ta réflexion sur cette critique de la consommation? Justement, comment dirais-je, mon regard porte sur, je me sers en fait des Senki Mangaka comme j'allais dire, voilà, comme une divinité éternelle effacée voilà, par le nouveau symbole du capitalisme. Donc ici, ce que j'essaie de Mhm. déraper, c'est une autre histoire qui est assez surprenante. Et j'ai utilisé comment est-ce qu'on appelle ça, tout ce que le truc qu'on utilise, les femmes utilisent souvent, il est paré
des Des objets bijoux et puis brillants et des les brillants pour les Coca-Cola. cheveux? Oui, oui, Mmh. oui, oui. Et du coup, là, ce sont des objets qui fascinent. Et quand tu pars au centre-ville de Kinshasa, voilà, à Zando, tu verras qu'il y a de jeunes femmes qui vendent ces petits objets, donc qui font, qui fait partie de leur quotidien pour se maquiller et tout. Et il y a beaucoup de jeunes femmes qui le vendent chaque jour. Donc, euh, du coup, c'est de voir comment est-ce que la population aujourd'hui prise dans les pièges du système capitaliste, bien entendu les systèmes chinois et tout, parce que tous ces objets viennent de la Chine. Et comment est-ce qu'ils se débrouillent aujourd'hui pour avoir au moins quelque chose à manger chaque jour en vendant ces petits trucs qui ne valent rien d'ailleurs, parce que c'est moins de 500 francs. Mmh. Je pense à un tas Ça fait moins de d'un trucs. euro Et pour, du coup, comment est-ce que... Oui, oui, je le fais référence d'ailleurs avec les enfants de vernis, les gens de petits garçons qui vendent avec le vernis. mmh, Ils marchent toute la journée mmh. pour avoir au moins 500 francs. Donc, 500 francs justement pour manger et tout. Il fait des kilomètres, donc, voire même 15 communes presque chaque jour pour avoir ces 500 francs. C'était pour moi intéressant de voir comment que le système capitaliste et comment est-ce qu'on est soumis justement à ces systèmes de consommation, comment est-ce que Ah, ça qui sa coupe un peur peu, Hilary. Ouais, ça a un peu coupé, attendez. donc on n'a pas entendu ta dernière sentence où tu faisais donc référence à ces jeunes enfants, vendeurs ambulants voilà, qui parcouraient beaucoup de kilomètres dans la journée pour obtenir moins d'un euro et ça bon, malheureusement, ça a coupé un petit peu après, donc on n'a pas compris, comment du coup tu basculais cette réflexion et cette constatation, malheureuse, dans ton travail. Je suis là. Tu m'entends? Vous m'entendez là? Ouais, un peu mieux, ouais. J'ai entendu le coq en tout cas. Ok, ok. Donc, si dites, je peux donc, vous m'attendez là? Ouais, on t'entend là. L'image est figée, mais si on t'entend, c'est le principal. Et donc, du coup, je parlais de ces jeunes qui parcourent chaque jour pour voilà, vendre leurs articles, par exemple les enfants de vernis. Ils marchent des kilomètres chaque jour, ça fait tout le matin. Et Mhm. du coup, c'est pour un enfant. Donc, il peut parcourir voilà, 15 communes, je sais pas, Alors, de, est-ce que tu peux te décaler un peu parce que c'est un peu haché, tu parles robot là. Ah voilà, reprends, voilà. Enfin, en tout cas, continue. c'est pour moi intéressant de voir l'air en parallèle, comment est-ce que voilà, l'emprise, donc cette population qui est soumise aujourd'hui par l'emprise du capitalisme mondial sur sur leur sol, comment est-ce qu'ils cherchent à survivre. Donc, du coup, c'était pour moi intéressant de voir tout cela. Demander, Ouais. vous Tu- m'entendez? On est, ouais, difficilement, mais on essaie de te suivre. Oh là 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 Ouais, là, non, ça on va est aller, ça va d'ailleurs, aller. C'est bien là. Reprends. oui, oui, donc je disais ceci, c'est- c'était pour moi intéressant de regarder comment est-ce que cette population qui est soumise par l'emprise du capitalisme mondial et comment est-ce qu'ils sont soumis à cette des consommations et comment est-ce que Mhm. cette population cherche vraiment à survivre de tout ça. Donc c'était pour moi intéressant de parler de
emprise de cette consommation sur comment est-ce que les gens le vivaient. Donc, du coup, j'ai pris un exemple de ces jeunes-là et j'ai pris Mhm. un autre exemple de ces jeunes femmes qui cherchent au moins chaque jour un 500 francs à ramener à la maison pour Mhm. les enfants. Et du coup, j'ai essayé de redécorer en fait la tête de Kissila que vous voyez avec le paillette et tout. Mhm. Et parce que déjà, là, les Kissi, ça fait peur. Il y a beaucoup de clous et la population congolaise n'en veut pas des objets traditionnels. Du coup, Mhm. je voulais D'accord. le réactualiser en même temps de donner une nouvelle lecture afin des comptes pour que toute la population puisse s'en approprier justement à lui donnant une certaine beauté qui s'adapte à l'air quotidien. Et du Mhm. coup, cette beauté, c'est d'ailleurs une piège pour moi. Donc, parce que je parle de leur situation, mais sans qu'ils sachent au moins que c'est tellement beau et c'est tellement joli parce que je cherche à rendre l'Inkisi très belle parce qu'au départ, Mhm. l'Inkisi n'est pas censé à être conçu comme la beauté qu'on le connaît et tout, la Bien sûr. représentation du Kissi, ce n'est pas avoir la beauté qu'on a, mais c'est Oui, ils font plutôt peur, hein, d'ailleurs. un objet qui ça fait de peur parce que justement, et le rôle central de cet objet, c'est de rendre justice. Donc, du coup, moi, j'ai remplacé les clous de Coca-Cola, donc le morceau de verre de Coca-Cola, et Mhm. pour interroger voilà, comment le système de consommation nous, nous poignarde. Et aussi, c'est aussi d'interroger en fait, la culture universelle. Parce que quand on parle d'une culture universelle, où moi, je ne suis pas d'accord de cette culture universelle, ou soit des hybridations culturelles, moi, je ne suis pas Mhm. d'accord. Parce que moi, au moins, il faut parler de la culture dominante. Là, je l'accepte. Mais culture universelle, moi, parce que je me rends compte qu'une culture est universelle quand il est forte. Quand Mhm. il est là on parlera d'une culture universelle. Parce que ici, le Coca-Cola est une culture qu'on s'est appropriée, ça devient notre quotidien. Mais c'est de voir aussi dans notre société comment est-ce que Coca-Cola exploite de l'eau potable qui se sert pour son entreprise. Et cette population, d'ailleurs, en souffre de l'eau potable. Par exemple, Mhm. c'est au Brésil. Et du coup, ça rassemble toutes les sociétés qu'on a qui aimaient les sociétés du tiers-monde, ça interroge cette société-là. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Et Donc, justement, alors, donc pour repasser, parce que je vois que l'heure file quand même, on a déjà deux petites questions qu'on va traiter, bien sûr. Mais pour revenir un petit peu aux toiles qu'on parcourt là, il y avait, donc, il y a celle-ci qui est très intéressante aussi, où on voit les références de la part du gâteau qui est découpé. Cette référence, en tout cas, la personne et le masque que l'on retrouve. On n'aura peut-être pas le temps de rentrer dans les détails pour Strange Butterfly, mais par contre, celle-ci, je voudrais m'y arrêter parce que tu m'as dit que c'était quand même un autoportrait. Donc de 2019, et justement tu parlais par rapport au Nkisi juste avant, tu disais refuser un petit peu cette société de consommation, en tout cas qui influence largement le quotidien, mais qui abuse aussi forcément des ressources locales, qui appauvrissent aussi le sol par une exploitation de l'eau abusive. Alors qu'on peut dire que quand même l'eau est une ressource primordiale en Afrique, qu'on ne peut pas la gâcher. Donc voilà, tu condamnes et tu critiques un petit peu la manière dont ces multinationales pompe un petit peu les ressources sur place, et le déséquilibre commercial, bien sûr, qui s'ensuit, et l'influence culturelle que cela impacte sur une culture locale, et donc qui t'est propre. Et là, tu reviens sur, on le retrouve, on a perdu Larry, mais il va nous revenir. Il m'avait expliqué un petit peu cette toile, justement, parce que j'en profite pour rebondir par rapport à tout ce que tu disais, en tout cas, j'espère
sur ce que vous auriez pu entendre précédemment sur le Nkisi, où donc cette toile, alors il faut quand même savoir que rien n'est laissé au hasard, tous les détails ont une importance. Le motif de fond est inspiré quand même de motifs, je crois, qui s'imprègnent de pagnes qui ont été portés notamment dans sa famille, en tout cas qu'il voit au quotidien. Alors on le voit ici représenté donc avec une petite tête en forme, voilà, un peu en position de Bouddha, et avec un certain nombre derrière donc forcément vous le reconnaissez, les poupées gonflables qui sont toutes des références à des super-héros américains. Et puis nous avons bien sûr c'est le Nkisi qu'on retrouve dans les boîtes de poupées. Donc, je pense que si vous avez des enfants, vous reconnaîtrez la fabuleuse Reine des Neiges. Voilà. Et voilà. Donc, il se positionne ici un petit peu. Il me racontait que cette réflexion, en fait, il a appelé Trapped in the ideal of the order, et un petit peu voilà, piégé dans le rêve d'un autre. Il se rendait compte que dans son enfance, il a quand même été un petit peu imbibé de références américaines, qu'il a quand même largement suivi, comme beaucoup d'enfants, les dessins animés américains, qu'il a bien évidemment adoré tous ces super-héros, et qu'il se rend compte un petit peu qu'il se projette dans une culture qui n'est pas la sienne, dont il n'a pas de recul critique en étant jeune. Et ici, voilà, il se positionne du coup donc en forme d'autoportrait, mais en forme aussi de critique sur ce rêve, en tout cas, dans lequel il était projeté étant enfant, d'un idéal qui n'était pas le sien, mais dont il n'avait pas encore conscience, bien évidemment. Et on retrouve bien sûr la référence d'une Kissy qui est piégée dans ces boîtes de princesses Disney, qui bien sûr sont toujours des références à la société de consommation de nos jours. Alors, je vois que j'ai beaucoup de mains levées et de questions. Je ne sais pas si je peux rapidement vous montrer en attendant qu'Hilary nous revienne pour répondre à ces questions. Sur d'autres toiles qui sont de 2018-2019, où là également, on retrouve Hilary en autoportrait, où il reprend un petit peu ses références avec le Nkisi qui est à moitié en forme de Hulk. Voilà, donc on a la moitié de la statuette Nkisi, et puis qui est portée par un tronc de Hulk. Toujours ces références de dessins animés de société de consommation, et toute cette enfance dans laquelle il a baigné, qu'il a idolâtré. Et puis, bien évidemment, dans son travail artistique, il y revient pour justement déconstruire ces rêves qui n'étaient pas les propres à sa culture. Hilary, tu nous entends? Oui, oui, je vous attends, je suis revenu. Ah non, non, c'est pas facile. C'est pas facile, mais ça va aller. Oui, ça va. J'ai parlé rapidement de cette toile dont tu m'avais un petit peu raconté l'histoire de l'autoportrait, parce que je trouvais ça intéressant de rebondir après l'histoire des Nkisi dont tu nous avais fait part juste avant, parce qu'on les retrouve ici, mais justement, il y avait, je rebondissais sur la référence à la culture américaine, qui avait bien évidemment un petit peu avait une grande place dans ton enfance. Et bien sûr, tous les super-héros, on les a tous adorés à un moment ou à un autre, ces super-héros américains. Et puis ici, tu te positionnes, voilà, c'est un autoportrait où tu critiques un petit peu ce rêve qui ne t'appartient pas, mais dans lequel tu as été projeté. Alors, si tu peux rapidement, en Oui, quelques mots, peut-être tu oui, ne m'as pas entendu, mais je pense que j'ai pas tout dit. Et puis après, on va oui, aussi rapidement avancer sur les autres toiles. Je voulais juste qu'on parle un petit peu de Voyage vers Mars,
qui est présenté, qui sera présenté à l'exposition à venir à la Galerie Mania A. Et puis, nous avons quelques questions. Comme je suis en partage d'écran, je ne les vois pas toutes, ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Donc voilà, juste pour pouvoir terminer sur cet autoportrait et puis rapidement parler de cette série Voyage vers Mars avant de pouvoir terminer avec nos questions. Oui, oui. Et en fait, ces projets s'intitulent Piégé dans le, Piégé dans le rêve de l'autre. Et du coup, si vous allez remarquer, bien entendu, sur l'image, je me suis représenté, mais en petite tête. Oui, en petit. Donc, pourquoi en petite tête? Justement, ben, quand je l'ai produit, je me suis dit, ben voilà, c'est étrange. À 10 ans, ça, c'est presque le même réplique de toute personne qui se met devant ma pièce. Il s'est dit, putain, voilà, c'est étrange. Comment est-ce que vous pouvez me représenter en petite tête? Ben, et du coup, cette étrangeté, je voulais vraiment les faire ressentir à tout le monde qui se mettra devant mon travail. En fait, en fait, l'étrangeté, je l'ai traduit d'une manière où je me vois, je me conçois comme étant étrange à mon propre système de valeurs. Je suis étranger à ce système de valeurs. Donc, du coup, on s'est vraiment écarté dans, dans tout. Et du coup, on est étrange face à notre système de valeurs culturelles. Et du coup, c'est je voulais représenter une interrogation un peu intérieure où je me présente dans plusieurs iconographies du NATO de chaque sens qui sont installés sur les Congolais. Donc ici, je me présente comme leader de Shiva, mais vu comme étant le nouveau image. Il y a les groupes qui sont liés de plaisir pour Alors, Hilary, on ne t'entend pas bien. Ça coupe vraiment beaucoup. On a du mal à comprendre ce que tu nous dis. Je ne sais pas si tu m'entends bien. moi, je t'attends vraiment 5 sur 5. 5 sur 5. D'accord. Ok, là, on t'entend bien. Euh, Écoute, on Vous va m'entendez essayer. bien là? Voilà, là, ça a l'air d'aller. Si tu peux Oui. rapidement faire. Voilà, là, ça a l'air d'être pas mal. Juste en quelques mots, nous parler donc de cet autoportrait où tu es en petite tête. Où du coup, tu nous parlais des systèmes de valeurs culturels qui n'étaient pas maîtrisés, c'est ça? Qui n'étaient pas connus? Oui, en fait, oui, oui, ici, je parlais de notre étrangeté face à nos systèmes de valeurs culturelles. Voilà. Mhm. Donc, c'est pour cela que je me représente avec. Donc, je suis étrange et du coup, je dois le montrer. Donc, c'est une interrogation intérieure que je voulais faire. Donc, du coup, je me représente vraiment en petite tête, interroger, bien entendu, euh, voilà, ma personnalité, ma vision du monde par rapport à cette culture. Et aussi, j'essaie de répondre à côté plusieurs symboles de pays, voilà, le pays de puissance, par exemple, il y a pas mal des images de Bouddha. Ici, je représente Shiva, mais vu comme étant nouvelle image du capitalisme, il y a des poupées gonflables, il y a aussi des icônes de la culture populaire américaine. Et aussi à côté, vous m'attendez là? Ouais, un petit peu, difficilement. Donc, il faut qu'on puisse, on va pas pouvoir s'attarder, mais continue, continue. Ben, voilà, il y a aussi à côté, il y a les cartons poupées, Disney. Et à l'intérieur, il y a ici, parce que les poupées, ça fait partie de notre quotidien, des enfants et tout. Et comment est-ce que dans le carton, on écrit
les propriétés, différents contenus à suivre pour s'approprier ces poupées-là. Et du coup, c'est aussi une manière comment est-ce que qui s'était adopté par les Nganga. Donc, du coup, un processus qui est mis sur ces cartons où on voit les enfants s'en approprient l'image Disney et tout, et comment est-ce qu'il est Flair Doudou. Et ces mêmes processus de culture qu'on s'appuie linguistique. Donc, c'est pour moi de faire une confrontation un rapprochement même entre la spiritualité et le même temps entre l'histoire et la fantaisie. Donc, du coup, ici, je rapproche pour interroger justement. Ouais, c'est dommage, Hilary, là, ça coupe vraiment beaucoup. Je ne sais pas si on pourra. Écoute, ce que je te propose, c'est Comme qu'on. je tâche un peu, Ça coupe je peux beaucoup, me ouais. Et passer. juste si on peut, avant de passer sur les questions, alors je ne les vois pas puisqu'on est en partage d'écran avec la diapo. On y revient tout de suite. Je voulais juste qu'on puisse terminer quand même sur cette série Voyage vers Mars. Qui, euh, Vous qui- m'appelez là, bien? Ah là, c'est bien. Là. Allez, ne bouge plus. Hein. Ok, Ah, je ne bouge plus là. c'est Sorti pas bien. mal. C'est figé, mais on t'entend. Ok. Voilà, parfait. D'accord, c'est mieux. Ah oui, oui, c'est mieux, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je voulais qu'on termine. Bon, on n'aura pas toute l'explication sur la précédente toile, mais si au moins on peut avoir quelques détails sur cette série Voyage vers Mars voilà, qui sera présentée donc à la galerie Mania à Paris à partir de samedi prochain, qui était la série la plus récente, la dernière qui date de 2020 et Ouais. voilà, qui est extraordinaire. Et qu'on aurait eu la chance d'avoir à K cette année. Oups là. Alors attends, je voulais revenir. Alors je crois que. Alors celle-ci, elle est déjà vendue, si je ne me trompe pas. Le succès avant l'heure. Et alors, donc alors donc on comprend bien qu'il y a des références académiques euh, très très présentes quand même dans ton travail, mais on revoit aussi un peu tout ton discours sur ces références historiques et puis cette critique de la société de consommation. Ici, le tampon, si je ne me trompe pas, par exemple, pour parler de références historiques, puisque vas nous parler rapidement de qu'est-ce que tu veux dire voyage vers Mars, parce que en quelque sorte, tu nous décris un peu le paradoxe, enfin, en tout cas une métaphore de la tragédie de la migration contemporaine. Et tes personnages principaux deviennent des astronautes, comme s'ils allaient vers un meilleur monde, bon, sur Mars quand même, donc c'est un meilleur monde, on ne sait pas justement, mais voilà, on retrouve toutes ces références de publicité, de grandes capitales, et puis le Nkisi qui est toujours présent. Je ne sais pas si vous remarquez bien, ici le tampon, on distingue la porte de Brandebourg de Berlin, qui était donc la référence à la conférence de Berlin de 1885, bien évidemment. Et puis, qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Alors oui, il faudra que tu nous parles un petit peu de ces signatures. Tout ça, voilà, rien n'est laissé au hasard. On les retrouve ici dans ces différentes toiles de la série. Mais voilà, est-ce que tu peux nous donner quelques détails qui te sont propres et surtout qui te sont chers? D'accord. Vous m'attendez là? Vous me Oui, là, recevez? c'est parfait. D'accord. Dans cette série Voyage vers Mars, en fait, je voulais réactiver l'imaginaire cosmique, puisque pour moi, c'est une manière métaphorique, bien entendu, pour appréhender la question de la survie, la question de la résistance de la population dans notre société contemporaine qui est globalisée. En fait, pour moi, en fait, Voyage vers Mars
veut illustrer justement ces côtés surréalistes de cette situation migratoire absurde qui persiste et semble sans fin en fait. Quand je vois les gens quitter un pays, voilà, un pays, je sais pas moi, un territoire pour aller dans un autre continent, et pour moi, je le vois comme si les gens quittaient là, qui est, voilà, qui est un espace devenu justement, cette terre est devenue invivable et pour aller sur notre planète, donc sur Mars. Donc voilà, et ça devient une fiction, bien entendu, et cette fiction euh, devient une réalité à travers ceux qui essaient par tout moyen de traverser le mer pour échapper justement au beurre, à la pauvreté, à la précarité économique, etc., etc. Donc, du coup, les gens sont vraiment désespérés de la manière de la mauvaise gouvernance, justement, j'allais dire, et dans leur pays natal, et qui ne laisse entrevoir aucun espoir d'un rétablissement rapide. Et Mhm. du coup, dans cette série, l'allégorie du cosmonaute, je le traduis dans mon travail comme un symbole de la résistance de la population africaine et congolaise en particulier, qui est soumise face à l'emprise du système capitaliste mondial sur leur sol. Et c'est vraiment intéressant de voir comment ces populations sont face à l'instinct de survie et contraintes justement à prendre des risques pour traverser voilà, de nouveaux territoires. Donc, c'était pour moi intéressant de regarder voilà, de manière métaphorique cette situation migratoire. Et pour moi, le mar dans est traduit justement dans un sens où je me dis c'est un avenir incertain, c'est un espoir illusoire même. Et du coup, je me suis inspiré du sac qu'on appelle, qui est connu sous le nom de Ghana Masgo. Donc, Ghana, il faut aller donc, en français, sur Masgo. Et, Mhm. et ça fait référence justement à, à l'expulsion précipitée, bien entendu, des 2 millions de migrants ghanéens Mhm. expulsés par les gouvernements nigériens vers 1983. Et du coup, moi, je voulais, en fait, s'en approprier. Comment aussi nous voyons ces sacs ici à Kinshasa, quelle est notre lecture sur ces sacs. Et je me rends compte que ces sacs, on les nomme communément ici euh, euh, Oussoufia London. Oussoufia London, c'est quand vous pourrez Kinshasa, que vous montrez tout le monde, tout ça, n'importe qui, c'est ça, il va dire que c'est Oussoufia London. Donc, Oussoufia London vient d'un surnom, au fait, d'un film nigérien Mhm. qui était montré ici à Kinshasa. Et Mhm. du coup, on montrait un Nigérien qui quittait un espace, un territoire très pauvre, qui, qui est allé à Londres, voilà, et il portait avec pas de valises voilà, luxe, Mhm. mais il portait ses sacs, ces genres de sacs. Et du C'est ça coup, qu'on voit ici, là, rouge, voilà, bleu avec oui, oui, les capitales dessus, là. Ce sont des sacs en plastique en général. oui, 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 c'est ça qu'on les surnomme Sophia London. Donc, ça vient de ces films-là et ça reste le nom qu'on est aujourd'hui à Kinshasa. Donc, Mhm. du coup, pour moi, voir voilà, l'image des sociétés industrialisées qui sont illustrées sur ces sacs, vous m'attendez là? Oui, oui. Donc, du coup, voir l'image des pays industrialisés illustrée sur ces sacs, c'était pour moi important vraiment de donner une autre lecture sur ces sacs parce que pour moi, ça représente bien entendu un miroir, voilà, un miroir d'une société trompeur qui, voilà, qui aussi un, qui traduit justement un meilleur lendemain. Donc, c'est un miroir vraiment trompeur. Donc, du coup, c'est ce que je voulais traduire dans cette série. Et ce qui est important aussi, c'est de voir comment est-ce que j'essaie d'agencer pas mal des éléments. Il y a aussi les palettes qu'on connaît, bien entendu.
sur les planètes qu'on fait voyager Palette qu'on justement voit de bien ici, ouais. pour utiliser, pour parler comment le Alors, bien voyage on a facilement, pas, on est en pas, train de pas, te pas perdre, les... Hilary. Alors, je sais que tu parlais des palettes qu'on voit sur celle-ci et la dernière, qui sont tu fais référence à ces palettes parce que ce sont des palettes qu'on utilise pour transporter des marchandises. Et bien sûr, tu fais référence justement voilà, à tout ce paradoxe Oui, et à oui, cette oui, 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 situation oui. du Vous transport de la marchandise. m'entendez? Vous m'entendez? Là, Vous m'entendez? oui, ça y est, on t'a récupéré. Oui, oui. Donc, du coup, c'est pour, en fait, c'est pour parler comment est-ce que le bien voyage si facilement. Par les- Donc, dans ces séries, illustre des éléments qui sont vraiment des éléments que je trouve intéressants à traduire comment est-ce que les gens vraiment à la vie et comment est-ce que les gens essayent à tout prix vraiment de faire n'importe quoi pour traverser de nouveaux territoires. Et du coup, vous allez voir que dans d'autres pièces, j'ai illustré et les caisses où voyage le marchandise, où on a écrit fragile. Donc, ça devient comme dans de vaisseaux spatiaux. Voilà. Mhm. Donc, Ouais. ça devient ouais, de vaisseaux spatial où les gens, ils veulent entrer à l'intérieur pour voyager justement. Donc, je le traite comme ça. En fait, en fin de compte, Voyage vers Mars veut interroger la condition humaine dans cette société de plus en plus égoïste, en même temps individualiste, où certains imposent leur puissance mercantile, voilà, où certains imposent justement Mhm. pour compte de la mondialisation, leur puissance mercantile Mhm. à travers des échanges Le bien marchand aurait plus commerciaux. de. Excuse-moi de te couper. C'est le bien. Tu critiques le fait que le bien marchand a plus de valeur et circule bien plus facilement que l'être humain. Oui, 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 bien entendu. Donc, Ouais. c'est vraiment ça l'idée derrière cette série. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, vous m'entendez? Ouais, je t'entends bien. Mais comme là, ta connexion est un peu moyenne, il va falloir qu'on puisse répondre aux questions parce que nous avons eu quelques questions alors que je vais te transmettre. Euh, Mhm. alors, ah oui, alors tout à l'heure, mais bon, on ne peut pas voir il y a 10 minutes, il y a quelqu'un qui nous a dit que si tu utilises l'audio seulement, la bande Internet à Kinshasa est très faible. Ça, on a pu le constater. Il aurait fallu peut-être que tu coupes ta caméra. Bon, là, on vient de voir le message. En tout cas, merci à Nuno pour ce message. J'espère que vous aurez pu entendre un petit peu quand même ce que Hilary a à dire parce que c'est quand même passionnant. Euh, mais bon, dans tous les cas, il va falloir un petit peu aussi avancer. On arrive à la fin. Deux questions, du coup, que je Mhm. te transmets. Est-ce que la culture du marabout influence la création artistique en RDC de Arthur Labarre? Et puis une deuxième question de Colette Marie. Pourriez-vous décrire les noms des gens extraordinaires? Pourriez-vous écrire, pardon, les noms Pardon? alors, pourriez-vous écrire les noms des gens Si je extraordinaires? peux Alors, est-ce que si c'est écrire, possible que Colette Marie nous précise qu'est-ce qu'elle entend par les... Pourriez-vous écrire les noms des gens extraordinaires? Alors ça, j'ai du mal à comprendre. On peut déjà répondre à la première mhm. question, Hilary. Est-ce que la culture du Oui, marabout influence la création artistique en RDC? Qu'est-ce que tu en penses? ben non, je dirais non, parce que la culture congolaise, je dirais actuellement, je parle du Congo contemporain, et c'est une- aujourd'hui, c'est une culture ancrée sur le christianisme. Donc, le marabout, c'est de la sorcellerie. Ben, tu sais, aujourd'hui,
la culture, parce que nous, on ne l'appelle pas le marabout, voilà. Le marabout, c'est plus dans le Bénin et tout. Ben, ici, si tu parles de la sorcellerie, ils font allusion, donc la population, les populations font allusion euh, aux statuettes traditionnelles et tout, les kissi et tout, sont de la sorcellerie pour eux, parce que c'est une société qui est transformée aujourd'hui qui est éradiquée, bien entendu, depuis la colonisation par les gens christianistes. Donc, du coup, par les christianismes. Donc, du coup, ça n'influence pas, mais les artistes s'en approprient la culture ancienne, voilà, la culture traditionnelle Congo, voilà, je sais pas moi, ça pourrait être Congo, ça pourrait être la culture Kuba, je sais pas moi, on a beaucoup des ethnies. Donc, du coup, les artistes s'en approprient pour parler justement de l'emprise justement du capitalisme sur le sol et comment est-ce qu'aujourd'hui notre manière d'aborder ces objets a complètement changé. Donc, la colonisation a éradiqué tous ces systèmes-là et du coup, c'est vraiment difficile qu'on en parle parce que ça fait allusion à la sorcellerie. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il faut distinguer euh, quand même la religion, le christianisme, euh, l'islam, et, euh, et puis bien avant, il y a eu l'animisme. Mais les marabouts, c'est autre chose. Effectivement, le terme marabout peut renvoyer, pour expliquer, pour Mhm, distinguer à la question de monsieur, c'est que le marabout peut renvoyer à la question de sorcellerie, qui n'est pas une religion. mhm. Je pense que c'est ça qu'il faut distinguer, pour que monsieur comprenne bien. Une autre question intéressante, quelle est la réaction de Philippe Boutet, quelle est la réaction du public congolais devant tes tableaux, Hilary? Ben, en fait, c'est assez surprenant de voir comment est-ce que la population congolaise aujourd'hui essaie de mieux en mieux apprécier ben, l'œuvre d'art. Mais je donnerai un exemple. Par exemple, si les gens viennent me voir disons, chez moi à la maison, Mhm. ils disent waouh, c'est beau. Ben voilà, c'est tellement beau et du coup, il te fait voir ça. Mais chez moi, c'est une question piège. Pourquoi? Parce que je me sers de la beauté pour parler de ma population, parce que je sais bien que ma population aime tout ce qui est beau, aime tout ce qui est chic, bling bling, et du Oui, coup, vous avez quand même le je beau dois sapeur, hein. travailler la beauté. Oui, oui, justement. Donc, je dois m'en servir comme étant une arme pour que cette population puisse s'approcher de mon travail. Et lorsque ils travaillent, ils vont s'interroger face à mon travail, c'est toute une autre histoire. C'est ce que j'essaie de traduire aussi dans mon travail et comment est-ce que la population réplique devant mon travail. C'est assez intéressant de voir comment est-ce que j'utilise la beauté comme étant un espace où je peux faire approcher cette population pour pour interroger leur histoire. Voilà, donc, je dirais que la population congolaise euh, apprécie de mieux en mieux les œuvres d'art, en particulier mon travail. En tout cas, elle se reconnaît, elle comprend bien les récits que tu transmets et puis les références aussi. Elle s'approprie, j'imagine, bien plus facilement tes tableaux parce qu'elle les comprend, puisqu'elle leur ressemble aussi. Donc ces Oui, réactions, oui, oui, j'imagine, font oui, oui. partie aussi des retours que tu dois avoir. Est-ce que aussi dans le Nkisi, est-ce que le Nkisi aujourd'hui à Kinshasa en RDC, on le retrouve quand même, tu dis qu'il a été un peu oublié, comme il n'est pas très beau, tu as voulu le remettre, en tout cas lui donner une nouvelle lecture. Est-ce que les gens, en tout cas, on garde en mémoire cette pratique d'une Kissi, en tout cas n'ont pas oublié que une Kissi a existé dans l'histoire de la RDC? Non, 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 on les retrouve nulle part à Kinshasa.
s'il faut les voir, il faut aller au Congo. Ben, Oui, un peu plus s'il en faut les détail. voir aussi, il faut aller dans les... Vous m'entendez là? Ouais, on t'entend bien. Oui, oui. Donc, s'il faut les voir, il faut aller dans les petits marchés des artisans où tu verras qu'il y a des Tinkisi, des copies des Tinkisi, mais les gens ne veulent pas s'en approprier parce que ça fait peur, comme je l'ai dit. Mais Mhm. ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que les Congolais se reconnectent devant ma toile parce que c'est assez intriguant de voir un objet rempli de clous et je me rappelle bien, quand j'ai déménagé de chez moi, il y a quelqu'un qui venait louer en fait, la maison. Et j'étais en train de peindre. J'étais en train de peindre, il a vu, c'était la dernière toile, je pense, d'un personnage allongé sur le palette et tout. Il y a cette personne m'a demandé une question. Si euh, je peux, parce que son regard était braqué directement sur l'Nkissi. J'ai commencé à lui raconter l'histoire de Nkissi et du coup, il a commencé à me parler, mais d'une autre voix. Je ne savais pas, mais c'était un peu, c'est comme si elle plairait parce que justement, on lui a raconté l'histoire sur cet objet qui a eu lieu, voilà, l'histoire assez effrayante dans son village, cette histoire était liée à la colonisation, bien entendu, et on a tué son arrière-arrière-grand-père grâce à, voilà, dans cette histoire-là de la colonisation. Et moi, vu que je me justement d'un euh, belge, euh, comment est-ce que je peux oublier son nom? Et du coup, ces militaires appuyaient pas mal de chefs locaux. Et du coup, il n'y a pas, par exemple, il a tué Lusinga. Dans cette histoire, c'est l'histoire d'ailleurs qui est tellement reconnue, l'histoire de Lusinga. Euh, et il s'appelle Emile Storm. Emile Storm qui a tué Lusinga, le chef qui a résisté Voilà, qui était face un commandant à belge, hein, donc l'établissement. un Oui, commandant belge à oui, l'époque alors je sais pas si c'était sous Léopold II, en tout cas, donc ce qu'il avait Léopold été indépendant, II, hein, c'est Léopold à cette II, époque-là. Léopold II. Oui, Léopold, c'était sous Léopold D. Et du coup, ces commandants belges a tué Lusinga. Et son histoire était liée justement à cette histoire de Lusinga. Et du coup, il a compris, quand je l'expliquais, il a compris tout. Et du coup, ça lui a rappelé l'histoire qu'on lui racontait son grand-père. Donc, c'était intéressant puisque, vu qu'il m'a raconté et j'ai compris que l'histoire, ça a commencé à être raconté par... Il y a des gens qui ont cette histoire-là. Par exemple, dans mes prochaines séries que je prépare, où je suis allé chez Bayombe, donc au Bas-Congo, on me raconte l'histoire de la colonisation. Donc, c'est pratiquement, comment dirais-je, c'est littéralement autre chose par rapport à l'histoire qu'on connaît de la colonisation. Donc, l'histoire qu'on a lue dans les livres, disons, de l'histoire de la colonisation, c'est autre chose. Donc, moi, je me rends compte qu'on doit en ce moment, voilà, déconstruire cette histoire-là et comment est-ce qu'on peut les raconter aujourd'hui autrement et en se servant de la mémoire vivante. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, cette personne-là m'a reconduit, m'a conduit dans pas mal de personnes où j'étais allé voir, où on m'a raconté une autre histoire. Ça n'a rien à voir avec l'histoire qu'on connaissait avant de la colonisation ou soit de vente des esclaves. Et, du coup, c'est assez surprenant de voir, par exemple, l'histoire voilà, de vente des esclaves qui s'échangeaient avec, on vendait des êtres humains, on changeait bien entendu les êtres humains avec le bouteille de whisky, de couverture, de porcelaine, tout. Et c'est ça, en fait, l'histoire qu'on connaissait. C'est comme si nos
comme disait, Alors, on te perd à nouveau, Hilary. Peut-être que tu devrais couper ta caméra pour répondre à la dernière question. Tu m'entends? Voilà, parce qu'on et t'a, là, on est on en est train de te. arrêté. Alors, si tu peux couper ta caméra, peut-être pour répondre à la dernière question, et puis après, peut-être que ça nous permettrait de t'entendre pour la dernière question. Je dois arrêter là où on a écrit arrêter la. C'est Voilà, ça? arrêter la vidéo. Ça va juste couper ta vidéo et on aura le son. Ça permettra peut-être voilà, bon, peut-être qu'on t'entendra mieux pour la dernière question. Alors, j'ai une dernière question, juste pour répondre à Colette Marie. Donc, j'ai répondu par écrit. Je pense que j'ai compris quand elle dit les gens qui t'ont influencé dans tes recherches. J'ai reporté par écrit Phil Winsor, France Fanon, Charanta Diop, Thomas Sankara, Théophile Obenga, Jean-Philippe Omotunde. Dans les questions résolues, si elle peut aller le lire avant que nous arrêtions la conversation. Et donc, une dernière question de Maxime Ingua. Quel impact message espère-t-il avoir ou véhiculer dans la conscientisation de la jeunesse africaine et congolaise en particulier face à cette volonté désespérée d'immigrer en Occident, quel que soit le prix? Ça fait référence du coup à la dernière série dont nous avons parlé, Voyage vers Mars. Que peux-tu nous dire sur cette question, Hilary, si tu nous entends? Oui, oui, je vous attends tellement bien. En fait, je peux le répondre, mais d'une manière assez constructive. Je peux faire une lecture d'un écrivain qui s'appelle Mamoudou Nanialem Bari. C'est un Guinéen. Il a écrit un livre, un roman qui s'intitule Argent, l'odeur de l'argent. Il y a un texte en bas, ce texte qui m'a vraiment, je, je l'ai réussi autrement, quoi. Donc, je vais vous lire. Quand la désolation, c'est un petit texte de ce petit paragraphe, quand la désolation atteint son paroxysme, vous m'entendez là? Un petit peu, mais c'est un peu difficile quand même, hein, mais on essaie de te suivre. Quand la désolation atteint son paroxysme, quand l'avenir assombrit, disons s'assombrit, que la pression sociale devient insupportable, les sauts dans les commis devient l'unique solution et la mort n'inquiète plus car elle est dès lors synonyme. Vous m'entendez? Un petit peu, hein, c'est pas évident, Hilary, hein. Attends, je peux encore me déplacer. Tu peux rappeler le nom de ce livre, s'il te plaît? Vous m'entendez là? Voilà. Tu peux me rappeler le nom de ce livre, s'il te plaît? Les noms de ces livres, c'est L'odeur de l'argent. C'est un roman écrit par Mamoudou Bari. Mamoudou Bari. Voilà. Colette Marie, Oui, pour oui. répondre à votre question, L'odeur de l'argent de Attends. Mamadou Bari. Oui. Donc, du coup, je peux lire rapidement les derniers paragraphes qui est intéressant. Voilà. Il, il écrit quand la désolation atteint son paroxysme, l'avenir s'assombrit et que la pression sociale devient insupportable, les sauts des copies devient l'unique solution et la mort n'inquiète plus car elle est dès lors synonyme de délivrance. C'est assez surprenant de lire ces textes parce que ça fait beaucoup réfléchir sur comment est-ce que la jeune génération, en fait, la jeune africaine, comment est-ce que les risques de leur vie de traverser. Est-ce que dans ces romans, il rencontre justement une histoire vraie d'un jeune migrant qui voulait à tout prix aller risquer sa vie pour traverser la Méditerranée. Donc, et du coup, moi, je peux répondre à cet extrait parce que en ce moment, la jeune génération, voilà, ils, ils sont désespérés. Ils sont désespérés, ils ne voient aucun espoir sous leurs yeux. Et du coup, ils se disent, voilà, nos gouvernements ne méritent pas notre mort. Vaut mieux aller mourir là-bas sur la Méditerranée. Vaut mieux aller mourir parce que je, ça m'a fait réfléchir
à une série que je suis en train de le poursuivre. Et j'appelle la Méditerranée comme un salut. Pourquoi? Parce que la Méditerranée devient un salut. Pourquoi? Parce que les gens ont accepté la mort. Voilà, Mm. ça devient, ces parcours de migrants devient l'acceptation de la mort et la foi, voire même la foi. Comment est-ce qu'ils croient en cela? Comment est-ce que les jeunes traversent et quittent, par exemple, Côte d'Ivoire à pied jusqu'au Maroc pour Mm. traverser la mer Méditerranée? C'est incroyable de voir tout ça. Mm. Et du coup, moi, je voulais changer les regards de gens, comment est-ce qu'ils voient ces gens-là. Et moi, j'appelle aujourd'hui cette Méditerranée un salut. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Très bien. Oui, effectivement, on finit par, par enfin, un passage assez beau, mais triste également quand même de ce passage du livre Odeur de l'argent de Mamadou, hein, Barry. Hein. Oui, Mamadou Et Barry. voilà, merci en tout cas, Hilary, pour ce temps, ces échanges. J'espère que Maxime, il a répondu à votre question. Nous allons devoir nous quitter. Nous arrivons à la fin de notre conversation. Alors, nous sommes désolés qu'il y ait eu quelques petits couacs de liaison Internet. Ça arrive. En tout cas, je pense que vous avez pu, pour ceux qui nous suivent, comprendre un minimum de la passion et de la richesse du travail d'Hilary, que je vous encourage vivement. Courez voir l'exposition à la Galerie Mania, encore une fois, qui commence samedi prochain, le 5 décembre, à Paris, boulevard Richard Lenoir. Elle promet d'être magnifique. Vous avez pu voir quelques-unes des toiles qui y seront présentées. C'est une première à Paris, donc c'est un artiste à suivre qui est représenté encore une fois par la Galerie Mania. Je remercie bien sûr Hilary d'avoir prêté ce jeu de questions de réponses, d'avoir présenté ton travail qui est magnifique. Bravo. On espère te retrouver très prochainement à Paris ou à Kinshasa, si jamais j'arrive à atterrir à Kin. Je ne manquerai pas de venir te faire un petit salut. Je salue bien sûr ta galerie, toute l'équipe. Et puis, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les transmettre à son galeriste, qui bien sûr fera la liaison pour tous ceux qui n'ont pas pu entendre ou comprendre ou avoir réponse à vos questions. N'hésitez pas à les leur poser, ils vous feront un retour avec grand plaisir. Ils auront une large documentation à votre disposition. Hilary, si tu nous entends, on te dit au revoir. Bon, ça y est, je pense qu'on a Au définitivement. revoir, au revoir, au revoir. Salut Hilary. Ah ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça n'a pas été Salut, facile, merci, mais merci bon. beaucoup. Merci, Armel. Je t'en prie, Larry. À bientôt. Porte-toi bien, bien des choses à la famille, comme on dit. Et puis, merci à tous nos participants qui nous ont suivis tant bien que mal. Et on vous dit à bientôt. Les conversations d'artistes poursuivent jusqu'à mi-décembre. Il y en a plusieurs. Il suffit de s'inscrire sur notre site internet. La prochaine est avec, entre autres, l'artiste Zanele Muoli. Et la semaine prochaine, et des artistes de la galerie THK en Afrique du Sud également. Donc, on a enfin, plusieurs artistes, on a 4 artistes en tout cas d'Afrique du Sud sur 2 conversations différentes qui seront présentées la semaine prochaine. Inscrivez-vous sur notre site internet et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Encore un grand merci Hilary, un grand merci à la galerie Mania A. Et je le répète, exposition à voir absolument à partir de samedi à la galerie à Paris. À bientôt, merci beaucoup.